Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver ce soir pour ce débat qui sera entièrement consacré aux enjeux européens des élections de ce 25 mai. 5 candidats pour nous en parler, tous tête de liste. Alors je vais vous les présenter en commençant par Marie Arena, tête de liste PS, bonsoir. Bonsoir. Louis Michel, tête de liste MR, bonsoir. Claude Rollin, tête de liste CDH. Bonsoir. Philippe Lamberts, tête de liste Écolo. Bonsoir. Et enfin, Christina Côté-Anou, tête de liste des FDF. Bonsoir à tous. Alors, je voudrais commencer cette émission par un premier tour de table à propos de la perception des électeurs sur ce scrutin. Alors, c'est vrai que dans ce super scrutin, les élections européennes passent parfois au second plan. La perception aussi du projet européen n'est pas très bonne. Il suscite parfois scepticisme et peu d'enthousiasme. On va demander le sentiment des candidats par rapport à cela. Alors, la prise de parole a fait l'objet d'un tirage au sort et c'est Philippe Lamberts d'Écolo qui a tiré le numéro 1. Alors, Philippe Lamberts, des illusions, je disais, on lit parfois dans les programmes qu'il faut réinventer l'Europe. Mais je crois que l'euroscepticisme ou les gens qui sont eurocritiques, en tout cas, je peux les comprendre dans la mesure où aujourd'hui les politiques qui sont menées en Europe consistent à faire payer le prix de la crise très largement aux plus fragiles dans la société. Et donc je peux comprendre évidemment que la population veut se rebiffer contre ce genre de politique-là. Maintenant, il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. On se rend bien compte que si on veut relever les défis de ce siècle, que ce soit les défis sociaux, les inégalités, les défis environnementaux, notre empreinte écologique, ce n'est pas la petite Belgique toute seule qui va y arriver. Et ce n'est qu'ensemble que nous serons capables de reprendre le contrôle, par exemple, sur les marchés financiers, d'avoir une politique énergétique qui tienne la route et qui nous donne notre indépendance par rapport à des gens comme Poutine. C'est clairement ensemble que les Européens réussiront, mais ce n'est pas en continuant à mener les mêmes politiques qu'on réenchantera, entre guillemets, l'Europe. Alors, Marie Arena, vous le constatez, il est plus compliqué de faire campagne pour une élection européenne ? Alors, on a quand même de la chance en Belgique, c'est qu'on a affaire à des eurocritiques, c'est vrai, mais pas à des eurosceptiques. Donc, quand on rencontre les citoyens sur le terrain, ils ont beaucoup de critiques à formuler sur l'Europe, mais ils croient au projet européen. Et donc, c'est un avantage qu'on a en Belgique et on doit pouvoir rendre un certain nombre de solutions. Alors, c'est vrai que c'est plus difficile de parler de l'Europe que de parler de la région ou de parler du fédéral, mais en même temps, on se rend compte que le citoyen sait ce qui se passe à l'Europe et a envie qu'il y ait un certain nombre de choses qui changent. On a beaucoup parlé, par exemple, du dumping social, donc de la concurrence entre les travailleurs. Eh bien, tout citoyen que l'on rencontre aujourd'hui, dans n'importe quel niveau, je dirais, que ce soit un travailleur, que ce soit un chômeur, que ce soit un étudiant, nous parle de cette réalité et sait que c'est au niveau de l'Europe qu'on devra le résoudre. Alors, Louis Michel, dans votre programme, le programme du MR, on dit aussi l'Europe doit retrouver un nouveau souffle. Mais oui, parce que le sentiment que les citoyens ont, c'est que ce sont des politiques d'austérité, c'est-à-dire qui touchent directement au bien des gens, qui sont mises en œuvre, et ce sont effectivement des politiques assez conservatrices. Et nous pensons qu'il faut redonner aux gens l'envie de croire dans l'Europe en venant avec des grands projets. Il y a de l'argent en Europe, il faut aller chercher cet argent, il faut intéresser ceux qui l'ont à se mouiller et à investir dans ces grands projets. Philippe a parlé d'une politique énergétique commune, ça n'existe pas. Aujourd'hui, on ne gère même pas les stocks en commun, ce qui nous mettrait dans une position bien plus forte et ce qui ouvrirait ou donnerait accès ou dégagerait, libérerait des niches avec des tas d'emplois, notamment pour les jeunes. Je pense qu'il ne faut dans le fond pas grand-chose. Il faut un peu plus de volontarisme politique, de volonté politique des différents États membres. Parce que quand même, il faut dire que ce scepticisme ou ce désenchantement, disons, vient quand même de ce que les gens ont vraiment le sentiment que les problèmes quotidiens qu'ils ont en face d'eux ne sont pas résolus. Et aussi parce que les États-nations et les gouvernements, très souvent, mettent sur le compte de l'Europe leurs propres faiblesses, leurs propres manquements, leur propre manque de courage. Je crois que ça aussi, il faut le dire. Alors, Claude Rollin, la CSC était très critique par rapport à la politique européenne. Maintenant que vous avez passé le pont et que vous êtes candidat, est-ce que ces critiques-là, on vous les renvoie régulièrement ? Non, mais ces critiques-là, je continue à les envoyer moi-même parce que l'analyse que je posais hier comme syndicaliste et l'analyse que je pose aujourd'hui comme politique, comme candidat aux élections européennes est la même. C'est de considérer que nous avons
les autorités européennes ont surréagi à la crise en mettant en place des politiques sanctions, des politiques d'austérité qui n'ont pas bien fonctionné. Quand je dis qu'elles n'ont pas bien fonctionné, il suffit de voir les résultats en termes de chômage, en termes d'évolution des inégalités, du niveau de pauvreté. Et donc il est grand temps de passer à autre chose. Cette autre chose, c'est une relance des investissements centrée sur l'emploi, centrée sur le développement durable. Il faut sortir de l'Europe sanction pour réenchanter le projet européen vers une Europe qui propose du projet, qui propose de l'avenir, en particulier pour les jeunes. Alors Christina Côté-Anou, c'est votre première campagne aussi européenne. Comment la vivez-vous et comment vivez-vous ce désenchantement des électeurs par rapport à la politique européenne ? Oui, premièrement, pour nous, les fédéralistes démocrates francophones, l'Europe telle qu'elle est maintenant conçue, c'est un peu comme... c'est une Europe malade. On a besoin d'une nouvelle Europe et je ne peux pas attendre 20, 40 ans, 100 ans pour avoir une Europe fédérale. Je veux l'Europe aujourd'hui. Je veux un système institutionnel qui est facilement accessible et très bien compris par le citoyen. Je veux une Europe qui se fait des soucis pour la protection des droits de l'homme et des minorités. On voit très bien ce qui se passe maintenant au niveau des bruits. Il y a de nouvelles au niveau des bruits des avions. Il y a une nouvelle législation qui vient d'être prise au niveau de l'Union européenne et on voit très bien que c'est une forme de bafouiller de nouveau le citoyen européen. On a besoin d'une Europe qui est fondée sur la protection des droits de l'homme. Alors la politique budgétaire, vous en avez déjà parlé, on va s'étendre maintenant là-dessus. Alors faut-il revoir cette politique budgétaire de l'Union qui impose aux États de la zone euro et aux États des critères budgétaires très stricts et qui limitent les déficits? Alors certains plaident pour une relance. Louis Michel, par rapport à cela, quelle est votre position? Est-ce qu'il faut revoir ces critères? Je ne crois pas qu'il faille les revoir, et si on les revoit, alors il faut véritablement que la marge de flexibilité que l'on attribue soit évidemment destinée à focaliser ou à être utilisée uniquement sur des politiques de relance de l'activité économique. Parce que si c'est revoir les critères pour les affecter à de la consommation ordinaire, quotidienne ou domestique, je crois qu'alors on a un problème. Parce que les moyens que l'on peut dégager doivent être principalement affectés à des politiques de relance économique, de l'activité économique. On a parlé de la politique énergétique, on peut parler des transports, du numérique. Il y a toute une série de domaines où, parce qu'il n'y a pas assez d'Europe, ça a un coût, on perd de l'argent. Une étude a montré que 800 milliards d'euros sont perdus chaque année parce qu'il n'y a pas de politique européenne intégrée sur toutes ces grandes matières, sur tous ces grands secteurs. La réindustrialisation, Claude Rollin parle souvent de la sidérurgie à juste titre. Tout ça sont des secteurs qui sont créateurs d'emplois et qui peuvent assez rapidement dégager des emplois. Madame Côté-Anou, sur ce point. Une petite intervention. Nous n'avons pas besoin d'attaques politiques. Chaque fois, j'entends les mêmes discours. On a besoin de politique industrielle, on a besoin de politique énergétique. Tout ce qui a été fait jusque maintenant, c'était un échec. On voit dans le traité de Lisbonne et dans le traité de fonctionnement européen, il y a tous les instruments juridiques qui nous permettent d'avoir une politique commune. On ne l'a pas eu. Et je ne veux pas maintenant citer des articles pour vous mettre en difficulté, mais vous avez eu plein de temps à votre disposition pour faire en sorte que l'Europe soit efficace dans tous les domaines, y compris l'énergétique. Alors le constat est assez dur, un échec. Vous partagez cet avis-là, Marie Arena? Alors, on parlait des politiques d'austérité. Je pense qu'en matière de politique d'austérité, on doit effectivement donner du temps aux États membres pour se remettre dans un niveau qui est un niveau correct, un niveau de relance. Et donc, dire aux États membres qu'ils doivent strictement respecter les fameux two-pack et six-pack, c'est-à-dire les 60% de la dette et les 0% de déficit, c'est-à-dire la trajectoire budgétaire, est pour certains États membres très difficile. Et donc il faut pouvoir venir mettre à côté des indicateurs qui sont des indicateurs de dette et de produit intérieur brut, il faut aussi mettre des indicateurs sociaux, c'est-à-dire est-ce que le bien-être va mieux dans ces pays? C'est pas parce qu'on a une dette qui est maîtrisée qu'on a plus de bien-être dans les États membres. Et donc, il faut veiller à ce que ces indicateurs de dette soient couplés avec des indicateurs de bien-être. Il n'est pas normal que dans certains pays aujourd'hui, l'accès à la santé, par exemple, soit presque impossible. Et je parle de la Grèce. Il n'est pas normal que les budgets d'éducation ou les budgets de culture soient aujourd'hui complètement anéantis. Donc, on doit continuer à investir
dans le bien-être en Europe. Et pour cela, et Louis Michel l'a dit tout à l'heure, il y a des moyens en Europe. Il faut aller les chercher là où ils sont. Je prends l'exemple de la Belgique, où on a pu aller chercher 7 milliards d'euros dans les poches de la plus-value, du capital, pour pouvoir ne pas faire les économies là où elles risquaient de faire mal aux populations. Alors, Monsieur Lambert, vous êtes assez radical dans votre programme. Vous dites qu'il faut revoir de fond en comble les règles actuelles de la gouvernance économique. Tout à fait. Alors, donc d'abord, les deux critères que Marie-Ariana a cités. Donc on va essayer d'éviter le vocabulaire trop jargonnant. Tout à fait. Hein, donc... Ne vous inquiétez pas. Les critères que Marie a mentionnés, eh bien, ce sont des critères qui n'ont aucune base scientifique. 3% du PIB en déficit ou 0%, 60% de dette. La base pseudo-scientifique de ces critères a été abattue tout à fait récemment. Il faut lire les travaux scientifiques là-dessus. Ceux de Rogoff et Reinhardt ont été anéantis. Le point, c'est que, comme le dit Marie, il faut combiner des critères de soutenabilité budgétaire avec des critères de soutenabilité sociale et environnementale. Et ce que je veux dire, c'est que nous ne ramènerons pas les finances publiques en Europe à de la soutenabilité, à une situation stable, si nous ne faisons pas au moins deux choses. Un, c'est remettre sous contrôle un secteur financier qui, je le rappelle, est la cause d'une explosion de la dette publique. Et deux, s'occuper peut-être à un moment des 1000 milliards d'euros qui, chaque année, ne rentrent pas dans les caisses de l'État. C'est la fraude et l'évasion fiscale en Europe. 1000 milliards par an, c'est 6 fois le budget européen qui s'envole dans la nature. On ne vous parle pas d'augmenter les taxes, on vous parle de faire en sorte que les taxes qui sont dues soient payées. Alors, Monsieur Rolin, par rapport à ce que disait Monsieur Lambert sur ces seuils qu'il juge tout à fait fantaisistes fixés par ces critères, est-ce que vous partagez cet avis-là ? Il n'y a pas de base scientifique. Oui, ce sont des critères qu'on peut remettre en cause, mais ce qu'il ne faut pas remettre en cause, c'est le fait que les dettes, quand on crée des dettes, il faut un moment ou l'autre les rembourser. Et ce sont les générations futures qui doivent le faire. Ceci étant dit, aujourd'hui, l'étape dans laquelle nous sommes, la phase dans laquelle nous devons aller, c'est une phase de relance par les investissements. Et nous avons des moyens. M. Lambert vient d'évoquer la lutte contre la fraude fiscale, qui est un élément tout à fait important. Effectivement, 1000 milliards d'euros, c'est quand même pas rien par an, qui s'en va, qui sont perdus. C'est de l'argent qui file des mains. Et n'oublions pas que la fraude fiscale, c'est le vol aux dépens des honnêtes gens. Et ce que nous pouvons faire aussi, c'est que nous avons de l'argent. Il ne manque ni d'argent en Belgique, ni en Europe. Il y a de l'argent, on appelle ça de l'argent qui dort. Il est sur un compte en banque, il est sur des circuits spéculatifs. Ce qu'il faut faire, c'est capter ces moyens financiers pour les réorienter dans l'économie réelle, au travers, par exemple, de l'émission d'une obligation ou d'obligations européennes pour financer des projets structurants, des projets qui conduisent l'avenir de l'économie européenne, notamment en matière de réseaux de transport, en matière énergétique, en matière d'industrie du demain, aussi en termes de politique industrielle, parce que nous avons un sacré enjeu en la matière. Oui. Louis Michel, une réaction par rapport à ces critères qui n'avaient pas de base scientifique selon M. Lambert ? Je laisse à M. Lambert son interprétation. Non, ce n'est pas une interprétation. Si, c'est une interprétation. Lisez les travaux scientifiques, M. Michel. Oui, mais il n'y a que vous qui lisez les travaux scientifiques. Je ne sais pas si vous avez lu. Non, moi je sais une chose, c'est que ça n'a quand même pas été, je suppose, décidé aveuglément, de manière arbitraire, M. Lambert. Et donc, enfin, bon, on va pas se disputer sur le sujet. Je n'ai pas du tout envie d'entrer dans ce débat-là. Ce que je veux simplement faire remarquer, c'est que et là je suis en désaccord assez grand avec M. Lambert sur le sujet, c'est que quand on l'écoute, si on devait l'écouter, si on devait mettre cela en pratique, moi je suis d'accord, hein, on peut lutter, il faut lutter contre la fraude fiscale. Il est évident évident ce que M. Rolin a dit, c'est évidemment du vol, et c'est du vol vis-à-vis des honnêtes gens, nous sommes totalement d'accord avec ça, mais vous n'irez pas chercher l'épargne si vous n'attirez pas les épargnants ou ceux qui ont ces économies ou qui ont cet argent avec des projets attractif. Bien sûr. Alors, oui, mais j'ai un peu l'impression à vous entendre que c'est plutôt une sorte de raquette que vous voulez faire sur ce. Ça, c'est impossible. Ça, c'est impossible. Je ne l'ai pas parlé de. Vous y allez. Je pense que c'est pas très honnête intellectuellement. Je parle pas de la fraude fiscale. Je parle du reste de l'argent. Eh bien, moi, je parle des deux. Moi, je parle des deux. Je parle de la fraude fiscale et je parle aussi, permettez, et je parle aussi de capter l'épargne. Je dirais l'épargne honnête. Ça, vous ne le ferez que si vous avez des projets attractifs. Qui parlait de ça. Mais ça veut dire qu'il faut capter cette épargne en lui assurant une rémunération stable, mais surtout une sécurité. Et si nous le faisons au niveau européen, dans l'espace européen, nous offrons cette sécurité aux investisseurs. Alors, Madame Coté, vous me demandez la parole depuis pas mal de temps. Oui, je voudrais un peu arrondir le débat. En effet, c'est vrai que les mesures d'austérité ont brisé la solidarité sociale et l'unité de l'Europe. Mais en même temps, tout ce que j'entends de vous, ce sont des diagnostics
Je ne vois rien. Pourquoi alors la législation qui vise la fiscalité, la séparation entre les banques d'État et les banques d'affaires, ça vient de sortir, ça vient d'être accouché à la fin de le mandat. Oui, mais vous avez eu la possibilité de demander à la Commission. C'est ce que nous avons fait dès la première année du mandat, Madame Côté-à-nous. Intéressez-vous à ce que nous avons fait au Parlement. Oui, je me suis intéressée, vous découvrirez que j'étais le premier à demander ça à Barnier. On aura en 2018 une politique fiscale appropriée. C'est trop tard. Mais l'Union bancaire... Pendant ce temps, le citoyen paye les dégâts de la crise. Mais Madame Côté-à-nous, si vous connaissiez les institutions européennes, vous sauriez que la politique fiscale est du ressort exclusif des États membres et pas du Parlement européen. Et donc, apprenez peut-être comment les institutions fonctionnent. Nous ne sommes pas privés de demander à la Commission de prendre des initiatives. On propose le passage de la majorité qualifiée à l'unanimité, ce qui concerne la politique. Pour ça, il faut un changement des traités, Madame Côté-à-nous. Alors, avant de passer à l'autre thème, on va faire un petit point sur les temps de parole. On va voir un petit peu où on en est. Donc on voit que c'est Madame Arena et Monsieur Lamberts qui ont un petit temps de retard dans les temps de parole et que Monsieur Michel, vous avez un petit peu d'avance en fait dans le temps de parole. Alors on va parler maintenant de lutte contre le chômage. On connaît déjà en fait le mécanisme de la garantie jeune qui a été mis en place à l'initiative de l'Europe, et la région bruxelloise a déjà pris les devants en les mettant en place. Alors, est-ce qu'on doit amplifier cette politique? Dans quel sens et comment régler le problème du chômage? C'est ce qu'on va évoquer maintenant, en commençant par ceux qui ont un peu de temps de retard de parole, en commençant par vous, Madame Arena. Alors oui, bien sûr, il faut continuer la garantie jeune parce que aujourd'hui, on est dans une situation en Europe où les jeunes sont en difficulté. La crise les a aussi touchés. On a plus de 5 millions de jeunes qui aujourd'hui sont dans des situations de chômage et donc on doit apporter des solutions. Si on veut construire l'Europe, ce n'est pas sur le désespoir des jeunes qu'on doit le construire. Et donc cette garantie jeune permet, et la région bruxelloise a vraiment très très vite emboîté le pas, permet à tout jeune qui aujourd'hui est à la recherche d'un emploi de avoir un accompagnement qui est un accompagnement ciblé, c'est-à-dire soit on lui offre une formation, soit on lui offre un stage, soit on lui offre un emploi, et donc il doit systématiquement y avoir un accompagnement, je dirais, actif par rapport à ces jeunes. Il y a des moyens qui sont mis en œuvre par la Commission. Pour 1 euro investi par la région bruxelloise, par exemple, il y a 2 euros qui arrivent de l'Europe, et donc il faut qu'on continue cet investissement de l'Europe en matière d'investissement des jeunes. Alors, Monsieur Lambert, c'est quel autre mécanisme mettre en œuvre, en fait, pour lutter contre le chômage des jeunes et puis pour lutter aussi contre le dumping social qui est très important? Mais donc, sur la question du chômage, la première question, c'est comment remettre en route nos économies. Et donc, ça suppose un projet et des moyens. Le projet, clairement, pour nous, c'est la transition écologique de notre économie. Comment faisons-nous de l'Union européenne la championne du monde de l'efficacité énergétique et de l'efficacité en ressources? Comment créer le plus de valeur en consommant le moins d'énergie, le moins de ressources? Ça suppose des investissements colossaux dans nos infrastructures, qu'on pense à la mobilité, à l'énergie, on en a parlé, à nos bâtiments, à nos infrastructures industrielles. Et donc, il faut par priorité se cibler là-dessus. Donc faire de l'Europe la championne du monde de l'efficacité énergétique et en ressources. Avec quels moyens? Aujourd'hui, pour 12 euros qui circulent dans l'économie, si je peux me permettre, il y a 11 euros qui circulent dans l'économie spéculative purement financière et 1 euro qui circule dans l'économie réelle. Et donc, si vous voulez que les moyens disponibles, parce que l'Europe est un continent riche, nous avons 60 000 milliards d'euros de patrimoine, si nous voulons que ce patrimoine se mette à travailler pour la société, il faut lui fermer la porte du casino. Et ça, c'est de nouveau le sens que la séparation des métiers bancaires, mais aussi la restriction de l'innovation financière, si je peux me permettre, peuvent faire. Autrement dit, fermons la porte du casino à double tour, de manière à ce que les moyens disponibles n'aient d'autre choix que s'investir dans l'économie réelle. Claude Rollin, vous parlez aussi dans votre programme de réindustrialisation de l'Europe. Alors comment fait-on, avec quels moyens, et est-ce vraiment source de création d'emplois? Clairement, donc, la réindustrialisation peut se faire à partir du moment où on capte les moyens financiers dont j'ai parlé tout à l'heure. Nous avons besoin en Europe d'une politique industrielle européenne, une politique industrielle cohérente, où nous mettons les moyens ensemble, où nous coopérons pour créer l'industrie de demain qui, effectivement, sera une industrie qui sera une industrie bas carbone, une industrie qui sera dans une logique d'industrie de production durable. Alors, je vais donner un petit exemple. Aujourd'hui, on a cru d'ailleurs en Europe, nous avons cru ensemble que l'avenir était au service, et uniquement au service, et que la production industrielle, finalement, elle est sale, elle est polluante, elle allait pouvoir se faire sur d'autres continents. C'est une erreur fondamentale. Nous avons besoin d'une mixité
en termes d'industrie et de services. Un emploi dans l'industrie, c'est quasi 2 emplois dans les services qui sont créés. De mixité en termes de PME et de grandes entreprises. Et l'exemple que je voulais donner, c'est la situation dans la sidérurgie. On voit à quel point aujourd'hui la sidérurgie en Europe est frappée. Eh bien, si on fait l'addition des unités qui ont été fermées, des unités qui ont été mises sous cocon, et on sait ce que ça veut dire mettre une unité sidérurgique sous cocon, ça veut dire qu'on n'est pas prêt de la rouvrir, c'est la fermer à relativement brève échéance. Eh bien, si on additionne ces chiffres-là, on doit faire le constat que demain, en cas de reprise économique, nous ne serons plus en capacité, comme Européens, de produire l'acier dont nous avons besoin. Nous n'irons pas acheter l'acier chinois parce qu'il est moins cher, nous le ferons parce que nous n'aurons plus les entreprises pour produire cet acier, et plus grave encore, nous n'aurons plus le know-how, c'est-à-dire le savoir-faire des travailleurs salariés pour le faire. Ouais. C'est quand même quelque chose d'incroyable, et donc c'est un défi pour nous, réindustrialisation, mais de façon intelligente et durable, et avec une attention particulière pour les petites et moyennes entreprises qui sont quand même des grands pourvoyeurs de main-d'œuvre. Alors, Madame Côté-Anou, je voudrais faire un petit peu avancer le débat. Alors, je voudrais vous interroger sur le dumping fiscal et l'harmonisation des fiscalités entre différents pays européens. Quelles sont les solutions des FDF ? Oui, permettez-moi quand même d'aborder le problème du chômage des jeunes, parce que vous avez posé une question auquel je n'ai pas eu l'occasion de répondre, et c'est très important. Je pense que la politique du chômage passe par une politique intégrée. Il faut avoir tout ce que vous avez dit ensemble, c'est-à-dire transition énergétique, industrialisation, politique commune dans tous ces domaines, y compris quelque chose qu'on oublie toujours, la protection des droits de l'homme, la lutte contre la discrimination, puisqu'on voit à l'heure actuelle qu'il y a 2 millions de jobs partout dans l'Europe qui ne sont pas remplis, qui restent vacantes. Et ceci, c'est aussi à cause de la discrimination sur la base du nom, de la race. Enfin, ceci est inadmissible. Maintenant, pour revenir à la question de dumping social et dumping fiscal, il faut ne pas transformer cela dans un débat de travailleurs roumains contre le travailleur belge. Il faut avoir un système de protection sociale fort qui couvre, comme on dit, le système de protection sociale européen, c'est notre modèle à nous, c'est notre acquis européen. On ne trouve pas ça en Chine, aux États-Unis, donc on doit défendre ce modèle puisque c'est l'un des piliers qui nous distingue par rapport à d'autres continents. Alors sur ce risque, Louis Michel, d'opposer les travailleurs les uns aux autres quand on parle de dumping je crois que le problème est connu. Je pense qu'on devra d'abord, il faudra revoir, alors qu'elle a été revue récemment, il faudra sans doute revoir la directive, mais dans l'immédiat, je crois qu'il faut une instance européenne qui exerce un contrôle beaucoup plus serré sur à la fois les cas d'illégalité, parce qu'il y a 2 types. Il y a les cas d'illégalité et sur les cas, j'appellerais ça, d'abus ou d'ingénierie abusive, qui sont scandaleuses, évidemment, et qui font que les faux indépendants, etc. Et aussi, il faut aussi aller chercher ceux qui, dans nos pays, sont complices quand ils vont créer des boîtes aux lettres qui leur permettent de venir ici avec des avantages compétitifs qui sont scandaleux et qui, en plus, opposent les travailleurs entre eux, ce qui est véritablement dramatique. Donc je crois que ça, il faut s'y attaquer très rapidement. Et au bout du compte, il faudrait quand même revoir la directive. Maintenant, ça ne va pas être facile, parce que le salaire, par exemple, le salaire minimum dans chaque pays, il y en a déjà dans 23 pays sur 28. C'est l'écart, évidemment, qui pose problème. Puisqu'on parle de travailleurs détachés, juste brièvement, je suis sortie dans le quartier à Laken, il y a plein de travailleurs détachés ou de travailleurs clandestins roumains, oui, qui se plaignent et qui me demandent, madame, jusqu'à quand ça va continuer, puisqu'on vit dans des appartements, dans des flats pleins de cafards et que la situation est inadmissible. Le contrôle que vous proposez, ce n'est pas toujours fiable. Il faut avoir une sorte d'harmonisation sociale. Il faut savoir que même à l'heure actuelle, sur la politique régionale, on n'arrive pas à coordonner nos politiques. Les administrations sont trop faibles. Donc il faut avoir de nouveau quelque chose qui renforce notre culture administrative. Monsieur Rollin, vous me demandez la parole rapidement. Il faut mettre en place ce que j'appelle un Europol social, c'est-à-dire une inspection sociale européenne, en lui donnant les moyens de traiter ces nouvelles problématiques face auxquelles nous sommes. Il faut en même temps donner plus de moyens aux inspections sociales nationales. Ne fût-ce qu'en Belgique, nous devons faire le constat que les inspections sociales n'ont pas les moyens humains de faire le travail qu'elles doivent faire. Et en plus, nous devons contrôler la capacité d'une série d'inspections sociales dans certains pays de faire réellement leur travail correctement. On ne peut pas accepter
que, par exemple, on autorise ou on donne des papiers d'indépendants à des gens qui ne sont pas des indépendants et qui viennent travailler à des coûts qui sont des coûts infrasalariaux. C'est-à-dire on en arrive à des situations qui sont dignes du 19e siècle. Madame Arena. Vous savez, en Belgique, il y a un système qui sont les conventions collectives de travail qui mettent ensemble les partenaires sociaux, syndicats et patrons qui décident de dire quelles sont les conditions de travail en matière de salaire, en matière de cotisation et en matière de qualité du travail. Ces entreprises ont signé ces conventions collectives de travail et ensuite elles donnent un coup de canif dans le contrat, c'est-à-dire qu'elles disent je ne vais pas les respecter et je vais aller recruter partout où il n'y a pas de convention collective de travail et ramener cette main-d'œuvre. Alors je trouve que, comme Louis Michel l'a dit tout à l'heure, il faut qu'on puisse combattre ces attitudes qui sont des attitudes criminelles par rapport à nos entreprises. Les entreprises qui respectent le jeu, aujourd'hui, ne peuvent plus occuper les marchés et donc font faillite. Les travailleurs qui se sont formés, aujourd'hui, vous savez que dans le secteur de la construction, il y a 5 ans, il y avait 50 000 demandes de travailleurs détachés, on en est à 175 000 aujourd'hui. C'est inacceptable et donc il faut vraiment qu'on puisse, pour protéger notre modèle social, faire en sorte que quand un travailleur vient en Belgique, peu importe sa nationalité, il doit respecter le salaire, les conditions de travail et les cotisations sociales. Ce sont 3 principes qu'on doit faire respecter en Belgique et partout ailleurs en Europe. Monsieur Lambert. Oui, donc je crois que la directive sur le détachement des travailleurs et les mesures de contrôle sont une étape indispensable, mais comme l'a dit Madame Côté-Anou, ça ne sont jamais que des pis-aller par rapport au principe au fait de sortir d'une logique de mise en compétition des systèmes de protection sociale et des systèmes fiscaux, parce que les deux vont de pair, entre les États européens. Et donc il faut sortir de cette logique de compétition pour aller vers une logique d'harmonisation vers le haut. Alors on sait très bien que ce sera une œuvre de très longue haleine, mais si on remet toujours le début à demain, on ne commence jamais. Et donc c'est ça, politiquement, il faut que nous décidions que c'est ce que nous voulons faire. Et il y a déjà, dans le cadre des traités existants, des instruments qui nous permettent d'organiser une convergence sociale vers le haut. On appelle ça le semestre européen, qui est utilisé dans l'objectif exactement inverse. Il y a les coopérations renforcées entre les États membres. Ce sont des instruments qu'on peut utiliser sans changement de traité pour se mettre en route vers plus d'harmonisation sociale et fiscale. Ouais. Madame Côté-Anou, rapidement, et puis on fait un point sur les temps de parole. Tout à fait. Bon, j'aimerais bien ajouter un point par rapport à ce que M. Claude Rolland a dit, créer un Europol qui surveille tout ce qui se passe dans le domaine du travail. Il faut savoir qu'il y a déjà une agence exécutive à Bilbao qui s'occupe justement des conditions du travail et qu'il faut... Qui ne fait pas du contrôle. Non, il ne fait pas. Bien sûr qu'elle ne fait pas de contrôle. Ce n'est pas une agence de contrôle, Bilbao. Excusez-moi, je n'ai pas dit ça. J'ai dit juste qu'elle existe et qu'il faut justement renforcer sa mission. Parce que faire des études, c'est facile. On le fait dans les universités et c'est très bien ce qu'ils font jusqu'à maintenant. Mais juste, il faut bien évaluer cette agence et essayer justement de éventuellement éteindre sa mission et essayer Alors, on va faire un petit point sur les temps de parole, si vous le voulez bien. Comme ça, on verra où en sont les uns et les autres, si c'est possible. Voilà, on a quasiment équilibré, en fait, les temps de parole. Marie Arena et Philippe Lamberts, vous avez encore un petit temps de retard. Et justement, je vais vous poser la question, Philippe Lamberts, par rapport à la coopération renforcée que d'aucuns appellent de leur vœu. Alors c'est vrai que c'est difficile de fonctionner à 28, que ça nuit à l'efficacité dans la prise de décision et donc l'idée c'est de coaliser un certain nombre de pays pour faire des politiques ensemble. Est-ce que ça ne va pas un petit peu finalement réduire le projet européen? Alors c'est évidemment le risque de mettre en place une Europe à 2 vitesses, mais il faudra peut-être bien passer par là si on veut se remettre à avancer. En effet, avancer, en particulier en matière fiscale où l'unanimité est la règle, avancer au rythme du plus lent n'est pas quelque chose d'acceptable. On ne peut pas donner à une minorité, voire à un seul État, le pouvoir de bloquer la construction. Et donc, je pense que cette étape est indispensable. L'importance d'une coopération renforcée, c'est qu'elle doit en permanence être ouverte à tous les États qui ne l'auraient pas rejointe d'emblée. Ça doit rester un mécanisme ouvert. Je crois beaucoup à l'intégration européenne. Je n'ai pas envie de 2 blocs en Europe. Tout à fait. Tout à fait. Et donc, je crois que c'est un instrument vraiment qu'on doit privilégier parce qu'en matière fiscale, en matière sociale, en matière énergétique, peut-être qu'on ne va pas réussir à faire une politique de l'énergie à 28 dès le début. Mais par contre, si l'Allemagne, la France, le Benelux, l'Italie, l'Espagne se mettent ensemble pour mettre la chose en route, eh bien, ça suscitera peut-être un effet d'entraînement auprès des autres. Oui, Marie Arena, sur ce point. Je partage tout à fait l'avis de Philippe Lamberts et on a un exemple, c'est la taxe sur la transaction financière. Donc, on a eu l'exemple de la taxe sur la transaction financière en Belgique et on a dit elle ne peut pas s'appliquer en Belgique si elle ne s'applique pas en Europe. Et puis on est arrivé à l'Europe et on n'a pas réussi à mettre les 28 pays d'accord et on a dit on va le faire par une coopération renforcée de 10 pays. Et dans cette coopération renforcée de 10 pays, on commence lentement, mais je pense qu'il est important, dans des principes tels que ceux-là, de pouvoir commencer quelque chose et de se faire rejoindre ensuite par d'autres pays. Donc la coopération renforcée, quand elle a pour objectif
que d'autres pays viennent nous rejoindre, alors c'est la construction de l'Europe. Quand elle a pour objectif de rejeter les autres pays, alors on est dans la destruction de l'Europe et je pense qu'on doit plutôt privilégier la première hypothèse. Alors vous, M. Rollin, dans le programme du CDH, on va coaliser un noyau dur constitué des 18 États membres de la zone euro. 18 États, c'est un minimum selon vous pour la coopération renforcée? Ce n'est pas une question de minimum et de nombre. Nous avons une monnaie commune. Et avec une monnaie, il faut absolument en parallèle avoir un outil de gouvernance économique et sociale et un outil de démocratie. Et donc ce que nous proposons clairement, c'est d'avoir un correspondant pour la zone euro en termes de gouvernance et en termes de démocratie, y compris pour le Parlement. Alors c'est très clair, c'est quelque chose qui passera par une réforme du traité. Ce n'est pas demain qu'on va pouvoir le faire. Donc la première étape, c'est certainement de travailler au travers des coopérations renforcées, mais nous n'échapperons pas et nous n'éviterons pas à aller plus loin. Pas pour rejeter les autres. Si les autres veulent nous rejoindre, c'est très bien qu'ils le fassent. Mais nous avons besoin d'un équilibre entre cette monnaie et l'espace de démocratie économique et sociale qui doit y correspondre. Michel, cette coopération renforcée, c'est essentiellement un outil de politique économique, fiscale et financière? Non, c'est en fait un outil, à mon avis, assez remarquable qui permet d'engager des politiques beaucoup plus intégrées. J'ajoute qu'il y a un élément dont on ne parle pas, qui, de mon point de vue, est quand même une vertu de la coopération renforcée, c'est que la coopération renforcée, tout le débat qui y aurait autour de ça, va politiser beaucoup plus, dans le sens noble du terme, les débats européens, ce qui donnera beaucoup plus de visibilité à l'opinion. Parce qu'un des gros problèmes, de mon point de vue, c'est le manque de politisation, dans le bon sens du terme, évidemment. Moi, j'ai été commissaire européen. Je me suis rendu compte que cette commission fonctionnait quand même assez largement comme un peu sur base de fonctionnaires. Et que tout le système, d'ailleurs, est fait pour que les commissaires soient le moins politiques possible. De la même manière, moi, je ne suis pas persuadé que ce ne serait pas mieux s'il y avait une commission désignée par une majorité parlementaire, très clairement investie par cette majorité, et une opposition qui la combattrait. Le débat serait beaucoup plus visible, on saurait beaucoup mieux qui et pourquoi, et qui prend la responsabilité de faire quoi. Je crois que c'est ça la démocratie aujourd'hui. Pour moi, le principe de coopération renforcée, c'est l'exception, ce n'est pas la règle. C'est une possibilité pour relancer de nouvelles politiques, oui, pour donner plus de vision et plus de poids à l'Europe au niveau international. Donc ça doit rester très limité, quoi, selon vous? Oui, c'est-à-dire limité, il ne faut pas la comprendre limitée. C'est une échappatoire pour lancer, innover dans l'Europe, au niveau des politiques européennes. Mais par exemple, ce que disait Claude Rollin sur le gouvernement, parce que c'est de ça qu'il s'agit, sur le gouvernement économique et social qui collerait à la zone euro, ça a quand même du sens. Hein. Et ça, je crois que ça devrait être possible de mobiliser une coopération assez vite là-dessus. Et je pense que ça aurait un autre effet, c'est que les pays qui n'en sont pas verraient assez vite la plus-value de faire les choses ensemble. Monsieur Lambert. Je voulais ajouter quelque chose à ce que Louis-Michel disait tout à l'heure sur le fait d'avoir une majorité, une opposition, ce qui rendrait les choses beaucoup plus lisible au Parlement européen, au détriment d'autre chose, qui est le fait que, pour l'instant, sur chaque projet au Parlement européen, nous sommes toujours capables de construire des majorités d'idées. Il n'y a pas donc cette espèce de muraille de Chine entre vous êtes du bon côté, vous êtes du mauvais côté. Et ça, non, ça je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord parce que nous avons constructivement travaillé pendant les 5 ans au Parlement européen. Eh bien, oui, nous avons, sur certains sujets, construit des majorités qui parfois seraient impensables ici. Et donc, parfois, on est plus ouvert à entendre une idée que quelqu'un d'autre peut avoir eue et qui est peut-être bonne, et l'intégrer dans le texte que quand on joue majorité contre opposition. Mais le rôle du Parlement, un exemple, vous êtes sensible aux droits de l'homme, un exemple tout à fait clair, ça a été une majorité qui a obligé Barroso et sa commission à entamer une procédure de sanction par rapport à M. Orban qui faisait de la tyrannie majoritaire dans un pays européen. Donc, ça, c'est quand même le Parlement qui fait la différence. Vous pouvez peut-être ajouter quelque chose et puis on passe à l'autre thème. Ajouter par rapport à quoi? Par rapport à ce que disait... Vous dites que ça menait à l'austérité, ça a mené à l'austérité. Oui, c'est ça c'est clair. Bon, je ne peux pas vous apporter maintenant des arguments, des rapports scientifiques sur ça, mais ça c'est clair. Tout a été décidé au niveau de l'Union européenne. Est-ce que l'Europe, la stratégie Europe 2020, est-ce que ça vous dit quelque chose? Parce que ça, c'est une stratégie de relance, oui. Pourquoi on ne l'a pas utilisée? Où on est avec demandez aux États membres, demandez aux États membres. Ce n'est pas seulement la Commission a un rôle très important pour surveiller le Parlement a soutenu la et pour mettre au point, justement.
il faut faire le point sur ça. Contrairement, le Parlement a soutenu la politique 2020 et donc on est vraiment au contraire dans le soutien du Parlement par rapport à cette politique. Tout le monde soutient cette politique. Mais c'est juste des paroles. Non, ce ne sont pas juste des paroles. Il y a des plans d'investissement, il y a des coordinations au travers des politiques 2020. Donc ce ne sont pas pourquoi on est dans cette situation de détresse? On peut regretter que ces politiques n'aient pas été assez loin, n'aient pas été suffisamment performantes, mais je regrette, nous ne pouvons pas dire qu'elles n'ont pas existé. Ce n'est pas vrai. C'est un déni de réalité. Non, mais il y a un problème Alors on peut légal. critique. Il y a un problème légal, c'est que les objectifs budgétaires sont imposés par les traités, les objectifs climat-énergie sont imposés par une législation, tout le reste n'a aucune base contraignante, c'est ça le problème. Donc l'objectif auquel nous souscrivons de réduction de la pauvreté, alors qu'on a fait le contraire pendant 5 ans, ce ne sont pas des objectifs qui sont légalement contraignants. Et je pense que quand Marie-Arena parlait tout à l'heure de rééquilibrer la discipline budgétaire par des objectifs sociaux, c'est rendre des objectifs sociaux et environnementaux contraignants, aussi bien que les objectifs... On doit avoir les mêmes critères dans les Exactement. avoir les critères économiques tels qu'ils existent, mais à côté et avec la même force de contrainte des critères sociaux. Et les critères sociaux, c'est notamment le niveau du chômage, le niveau de pauvreté, la protection des gens. Alors on va clôturer sur ce thème et puis on va en profiter pour regarder un petit peu les temps de parole pour voir où on est. Et on va parler ensuite de la place de l'Europe dans le monde, sur la difficulté qu'a l'Europe à faire entendre sa voix. Alors on voit les différents temps de parole et c'est toujours Marie-Arena en fait qui a un petit temps de retard. Mais n'empêche, je vais donner pour ce thème la parole en commençant par Louis Michel et en vous demandant d'être bref dans votre réponse puisque vous avez un tout petit peu d'avance. Alors, la voix de l'Europe n'est pas assez entendue, on l'a vu lors des conflits. Alors, vous plaidez pour une vraie politique extérieure qui passe par la mise en place d'une défense européenne. Alors, c'est sous quelle forme et quels en seraient les contours? Puisque vous me demandez d'être bref, je vais vraiment faire un effort pour être bref. Au moment de la guerre en Irak, on s'est opposés d'ailleurs ensemble, nos amis socialistes, écolos et nous-mêmes à cette guerre. On a bien fait d'ailleurs, me semble-t-il, quand on voit les effets de tout ça. Mais à ce moment-là, le coût de nos 15 armées cumulées, additionnées, ça représentait 185 milliards d'euros. Et l'armée américaine coûtait à l'État américain, à l'époque, 275 milliards de dollars. On n'était donc pas loin. Or, toutes nos armées étaient inopératoires totalement. Si on avait cet argent-là, ou si on avait utilisé, ou si on utilisait cette masse de moyens pour avoir une armée moderne, fondée évidemment sur les principes droits de l'homme, etc., on aurait véritablement une capacité militaire à faire valoir, pas pour faire la guerre évidemment, mais on aurait une capacité militaire à faire valoir pour faire de la dissuasion, pour séparer des belligérants. Enfin, prenez le cas de M. Hollande qui envoie ses troupes au Mali et qui envoie ses troupes en RCA. Il me semble que ça nous concerne, quelque part, ça nous concerne. Et que fait-on? On le laisse aller tout seul là-bas. Le battle group n'est même pas... On avait décidé de le faire. On n'a même pas été fichu d'envoyer ce battle group pour aider les Français. C'est intolérable, évidemment. Alors, Marie-Arena, sur ce point, vous avez un peu plus de temps pour vous exprimer, donc n'hésitez pas. Alors, l'Europe internationale, c'est une des politiques les plus récentes en Europe. Et donc, on ne peut pas juste dire l'Europe a échoué sur ce point et donc elle n'est pas capable de le faire. Moi, j'ai plutôt envie de dire il y a moyen de faire mieux. Et on est assez d'accord pour dire que l'Europe de la défense est vraiment un projet dans lequel on doit s'inscrire. Mais ça demandera aussi une Europe de la diplomatie qui soit plus forte. C'est-à-dire qu'on ne peut pas juste parler de l'Europe de la défense sans avoir une Europe de la diplomatie qui parle d'un seul nom. Mais sur la mise en place d'une armée européenne, en fait. Moi, je suis tout à fait favorable à ce qu'on ait une vraie Europe de la défense avec des participations d'États membres dans un groupe qui est un groupe de l'Europe de la défense. Et si en plus ça peut aboutir à des économies budgétaires parce que ça nous coûtera moins cher pour être plus efficace, je pense qu'il n'y a pas, il y a rien à dire à cela. C'est pas la Belgique qui va s'y opposer. On est un petit pays qui n'a pas la capacité d'intervenir militairement seul où que ce soit, et donc c'est pas de la Belgique que la résistance va se passer. On citait tout à l'heure la France, on peut citer d'autres pays qui ont une attitude qui se donne l'impression de pouvoir intervenir tout seul, mais on le voit, ils ne seront pas efficaces tout seuls non plus. Donc l'Europe de la défense est quelque chose vers lequel on doit aller. Moi, j'aimerais aussi prôner une Europe de la diplomatie qui anticipe les crises. Et donc, on doit être aussi plus fort quand on parle d'un seul mot au niveau de l'Europe. Et aujourd'hui, malheureusement, ce n'est pas dû à Mme Ashton, mais aujourd'hui, on peut dire qu'on n'a pas atteint l'objectif poursuivi d'une diplomatie européenne unique qui devrait être plus efficace aussi.
Alors, Madame Côté-Anou, sur ce plan-là, quelle est la position des FDF? Eh bien, nous avons besoin tout d'abord d'une politique externe commune, ça c'est clair. Nous avons besoin d'une politique qui permet de prévenir d'arriver dans des situations comme la situation en Ukraine. Nous avons, puisqu'il faut savoir que l'Ukraine a eu un contrat, un accord d'association depuis 1998 avec l'Union européenne et que donc on aurait dû éviter, on aurait dû, avoir une politique préventive du respect des droits de l'homme dans ces régions. Je pense qu'on avait tous les instruments. Nous avons besoin d'une politique de défense commune, ça c'est clair. Nous avons besoin aussi de clarifier nos priorités par rapport à notre espace régional. Et ceci, ça passe par clarifier le dialogue avec la Russie. On ne peut plus être entre, si les Caraïbes par rapport à notre politique externe. Nous avons besoin de savoir, cultiver notre héritage européen. Nous devons ne pas reprendre les discours diplomatiques des autres pays, mais justement essayer de renforcer ce que nous voulons faire avec l'Europe et quel est notre poids par rapport à d'autres pays émergents. Alors, Monsieur Rolin. Clairement, nous avons besoin d'assumer nos responsabilités comme Européens. Et nous avons des responsabilités importantes à la périphérie européenne, mais même au-delà, et on le voit avec ce qui se passe aujourd'hui. Et comme Mme Arena dit, la Belgique ne sera pas contre, mais ce sera peut-être pas simple à mettre en place, en fait. Non, mais rien n'est simple à mettre en place, mais nous devons absolument apprendre à parler d'une seule voix. À parler d'une seule voix et à pouvoir le faire rapidement sans devoir prendre des semaines de palabres avant de prendre une décision européenne. Et clairement, et Mme Arena l'a évoqué tout à l'heure, l'outil principal qui est le nôtre, c'est notre diplomatie, notre capacité de parler, notre capacité de négocier. Mais nous devons appuyer cette capacité de diplomatie, nous devons l'appuyer par une défense commune. Et une défense commune passe clairement, effectivement, par avoir un corps militaire commun. Pas de façon belliciste, pas pour faire la guerre, mais pour protéger la paix et pour protéger la démocratie. Ce sont des valeurs essentielles qui sont fondamentales au niveau européen. Ouais. Philippe Lambert, vous êtes sur la même longueur d'onde? Mais ça semble tomber sous le sens, évidemment, de ne pas avoir 28 armées séparées en Europe. Néanmoins, il y a quand même quelques obstacles à surmonter si on veut y arriver. Un, on l'a dit, partageons-nous une vision commune, à la fois diplomatique et stratégique, sur la place de l'Europe dans le monde, etc. Or, on voit qu'aujourd'hui, c'est loin d'être le cas. Je veux dire, avoir un outil commun avec 28 visions différentes, ça ne nous avance pas beaucoup. Deuxième élément, c'est sous quel contrôle démocratique? Je veux dire, l'outil militaire est un outil de vie et de mort. Je veux dire, c'est une fonction régalienne par excellence. Vous ne pouvez pas l'affranchir d'un contrôle démocratique rigoureux. Or, nous avons en Europe des traditions extrêmement différentes entre la France, qui est une monarchie élective, où le président décide seul, et l'Allemagne, où aucun engagement de la Bundeswehr n'est possible sans vote préalable du Bundestag, c'est-à-dire du Parlement fédéral allemand. C'est le modèle que nous préférons. Donc si on veut avancer vers cela, on sait qu'il y a encore beaucoup d'obstacles à surmonter et il faut être alors pragmatique et voir dans quelle mesure est-ce que nous pouvons continuer dans la ligne de partager des moyens comme nous le faisons dans le renseignement, comme nous le faisons dans le ravitaillement en vol, dans le transport aérien, dans l'entraînement. Ce sont des coopérations parfois bilatérales, parfois multilatérales qui nous permettent d'avancer sur un chemin qui sera encore très long. Alors on va passer maintenant à un autre thème si vous voulez bien. Puisque nous sommes à Bruxelles, je voudrais qu'on parle de la place de l'Europe à Bruxelles pendant une partie de l'émission. Et donc cette question du siège unique qui est régulièrement posée, arrivera-t-on un jour à avoir un siège européen du Parlement européen unique? Vous l'espérez encore, Marie Arena? C'est possible aujourd'hui dans l'état actuel des forces politiques? Mais je pense qu'il doit y avoir des compensations vis-à-vis de la France par rapport à un siège unique. Et donc rentrer dans une discussion qui est une discussion en revendiquant le siège unique ici à Bruxelles, évidemment les Bruxellois vont être d'accord, mais je pense qu'encore une fois, ça doit être quelque chose qui doit être... Parce que la France ne veut pas en entendre parler, en fait. Évidemment, c'est comme si vous disiez, le siège unique est à Strasbourg, Bruxelles ne voudra pas en entendre parler. Et donc, voilà, c'est légitime, ça demande des discussions, ça demande des compensations, et l'Europe s'est faite de cette manière-là. À chaque fois qu'on décide d'installer une agence quelque part, eh bien, ça se discute, on décide de la mettre plutôt qu'ailleurs, parce que l'Europe, c'est multipolaire, donc on doit vraiment faire en sorte que chacun se retrouve dans l'Europe et pas uniquement dans la vieille Europe. Il faut vous aussi y croyez, vous continuez à y croire. Mais moi, je pense qu'on doit veiller à ce qu'on ait des efficacités. Si c'est moins efficace de devoir se répartir ailleurs, eh bien, essayons de trouver des solutions pour avoir un siège unique. Mais il faut rencontrer l'exigence et la demande de la France d'avoir une compensation par rapport à cela. Claude Rolin, là-dessus. Vous y croyez, vous? Oui, j'y crois. J'y crois parce que c'est une nécessité
Aujourd'hui, nous avons la démonstration que c'est une source d'inefficacité, c'est une source de dépenses importantes, c'est transhumance tous les mois. Enfin, sorry, si on veut que l'Europe soit crédible par rapport aux citoyens, l'Europe doit aussi être économe, montrer qu'elle utilise l'argent de la meilleure façon possible. L'argent quand même qui vient des citoyens. Et donc nous devons aller vers un siège unique. Mais clairement, ça devra effectivement se négocier, c'est le mot qui me semble être le mot-clé, et il faudra des compensations. C'est une histoire, si on a mis Bruxelles, si on a mis Strasbourg, si à la Cour de justice à Luxembourg, ça fait partie de l'histoire de la construction européenne. Donc il faudra trouver des solutions alternatives pour les amis français, et je pense que des solutions peuvent exister. Cette enceinte à Strasbourg, elle peut servir à autre chose. Il y a des propositions qui ont déjà été faites en termes, par exemple, d'université, de créer la première grande université européenne. C'est une école européenne. Ce sont des idées qui sont pertinentes et qui feront en sorte que nos amis français ne sortiront pas de cette négociation comme en ayant quelque part perdu, mais ils auront aussi gagné quelque chose. Ouais. Madame Côté-Anne. Avoir un siège unique passe par le traité, puisque ça c'est prévu dans le traité, et donc il faut décider à l'unanimité sur ça. Il ne s'agit pas, on ne peut rien négocier. Moi, je ne me fais pas de soucis pour mes amis français. Moi, je me fais des soucis pour le travail qui est fait par les députés ici à Bruxelles. Donc, si on aura le siège ici, moi, je me réjouis, parce que comme ça, les députés auront la possibilité de parcourir la Belgique beaucoup plus facile, expliquer ce que c'est l'Europe ici dans notre pays. Donc, du point de vue proximité géographique, c'est idéal d'avoir juste un siège. Oui, Monsieur Lambert. Mais je crois en effet qu'il faut prévoir des alternatives. Une première, c'est en effet de faire de Strasbourg, qui est déjà une ville universitaire de grande qualité, de premier rang en Europe, eh bien, la ville universitaire européenne. La Belgique peut là-dessus offrir quelque chose. Aujourd'hui, le Collège d'Europe est établi en Belgique, à Bruges. Eh bien, si la Belgique reçoit le Parlement européen à plein temps, ben peut-être qu'elle peut laisser partir le Collège de Bruges pour en faire le Collège de Strasbourg. Je veux dire, ça ne serait pas insensé. Une autre option, c'est à supposer que nous allions, ce que nous souhaitons, vers un Parlement européen bicaméral avec le Parlement européen et un Sénat des États membres, peut-être composé, qui sait, d'élus nationaux qui se réuniraient de temps en temps. Cette enceinte de Strasbourg peut servir à cette deuxième chambre. C'est à examiner, mais en tout cas, il y a des options que l'on peut mettre sur la table pour arriver un jour à cesser ce gaspillage qui nous coûte quand même 240 millions d'euros par an. Ouais. Très rapidement, et puis je donne la parole à juste une petite remarque. Quand je vous entends, j'ai l'impression que j'entends les États membres. OK, il faut trouver toujours des situations de solutions de collaboration. Mais ceci étant dit, il faut prendre en considération justement la politique énergétique, la politique de l'environnement. Ce que ça apporte justement le trajet. C'est le premier réflexe qui me fait... L'Europe se construit avec les États membres, mais pas contre les États membres. Oui, merci pour ce slogan, Madame Arena. C'est pas le slogan, c'est une réalité. C'est pas un slogan, c'est la réalité. Louis-Michel, vous avez à peu près 1 minute d'avance sur le temps de parole, donc je vous demanderai d'être bref sur ce thème-là, s'il vous plaît. Moi, je crois qu'il y a plein d'idées. Je pense que c'est Jean-Luc Dehaene qui, à un moment donné, a proposé de faire tous les conseils à Strasbourg et toutes les autres activités ici à Bruxelles. Ça ne manquait pas de bon sens, quand même. Donc, voilà. Et je crois qu'effectivement, on peut rêver autant qu'on veut. Il ne va pas y avoir un accord spontané comme ça sur le fait de rapatrier tout à Bruxelles. Il y a une immense majorité de parlementaires qui votent en faveur de Bruxelles des motions régulièrement, mais c'est les États membres qui doivent à l'unanimité décider. Puisqu'on parle des institutions européennes, je voudrais parler aussi de l'intégration de ces institutions européennes à Bruxelles. Dieu sait que l'Europe n'a pas toujours bonne presse parce que son installation ne s'est pas toujours faite de la meilleure façon qui soit ici en région bruxelloise. Enfin, les choses sont là. La Commission et l'Union occupent des centaines de milliers de mètres carrés ici en région bruxelloise. Alors, comment faire pour qu'elle soit mieux ressentie, cette présence de l'Union? Monsieur Lambert, est-ce qu'il y a des choses à faire? Est-ce qu'on n'en fait pas assez aujourd'hui? Je crois qu'il y a énormément de choses à faire. Bon, c'est vrai qu'aujourd'hui, les institutions européennes, d'abord, sont très concentrées dans un périmètre. Elles ne sont pas dispersées dans la ville. Et donc, c'est un petit peu comme s'il y avait un ghetto européen à Bruxelles. Je constate qu'à la différence de Strasbourg... selon vous, en les tout cas, institutions européennes. L'avantage qu'on a à Bruxelles, c'est que les institutions européennes sont bien insérées dans la ville. Elles ne sont pas comme à Strasbourg, à la périphérie. Donc ça, c'est un avantage. Néanmoins, je pense que beaucoup de Bruxellois de souche ne se sentent pas toujours chez eux dans le quartier européen. En plus de ça, quand on voit l'évolution des loyers dus... Et donc on fait comment, alors, rapidement? Ça veut dire que pour les nouvelles implantations de l'Union européenne, il faut peut-être voir dans quelle mesure on peut mieux intégrer ces institutions dans le tissu urbain ailleurs que uniquement dans le secteur européen. Par ailleurs, il y a la question évidemment de l'intégration de
toutes ces personnes qui sont fonctionnaires européennes dans notre ville, les faire plus participer non seulement aux élections locales, mais peut-être aux élections régionales. Il me semble que ce serait utile, peut-être les faire aussi contribuer, ne serait-ce qu'au niveau de la taxation locale, puisqu'après tout, ils vivent aussi dans cette ville. Alors Maria Arena, sur ce point-là, l'intégration. Tout d'abord, j'aimerais dire qu'on doit être fier d'avoir les institutions européennes à Bruxelles, parce qu'on a parfois tendance à dire que c'est plus des problèmes que du plus par rapport à Bruxelles. Donc moi, je pense qu'on doit plutôt être fier d'avoir ces institutions ici à Bruxelles. Il y a eu des tentatives de pouvoir un peu décentraliser un certain nombre d'institutions, par exemple les écoles européennes. Il y a eu des décisions de pouvoir installer l'école européenne à Laken, qui a permis d'aller dans un quartier qui était un quartier moins favorisé et d'installer des personnes à côté de ces écoles. On pourrait aller plus loin, c'est-à-dire d'ouvrir un peu plus ces écoles à la population bruxelloise, par exemple, d'avoir des quotas d'enfants issus de la région bruxelloise qui participent et qui peuvent s'inscrire dans ces écoles. Ça peut être une solution. On avait imaginé aussi de pouvoir ouvrir cette école à l'utilisation, quand il n'y a plus de cours, à l'utilisation par des associations. Il y a des bâtiments magnifiques, il y a des espaces de sport magnifiques, et donc on pourrait, par exemple, avec le directeur de l'école, permettre une utilisation par les associations de la région, de pouvoir utiliser cela. Donc, il y a des efforts d'intégration à faire, certainement. Il y a des efforts de part et d'autre. Et à nous, avec la région bruxelloise, de favoriser effectivement ces échanges. Madame Côté-Anou. J'ai deux remarques. Premièrement, en ce qui concerne l'intégration des institutions européennes, savez-vous que le pic de pollution est le plus grand à côté, aux environs du Parlement européen, et qu'on est champion de pic de pollution ici en Europe, et que la Belgique est allée à plusieurs fois devant la Cour de justice à cause du fait qu'ils n'ont pas respecté le pic de pollution. Deuxièmement, par rapport à ce que vous dites, l'école européenne de Laken, vous savez, mes enfants vont là et je me bats dans le quartier avec des associations qui s'occupent des pauvres, justement pour faire en sorte que cette école soit ouverte. Et le directeur n'accepte pas du tout. C'est inadmissible. C'est inadmissible. Et en plus, vous savez ce que les socialistes nous préparent. Ils nous préparent encore une école vis-à-vis de cette école lorsqu'il y a une densité de 5000 élèves là dans le coin. Et le projet que j'ai mis sur pied d'agriculture urbaine durable est stoppé par les écolos et par les socialistes, puisque alors, voilà, il y a des répondre, Maria Arena, très rapidement, et puis on donne la parole à M. Roland. Bruxelles ne se limite pas aux écoles européennes. C'est une zone à Laken. C'est une zone à Laken à forte population. Il n'y a pas de plan de mobilité de cette école. Madame Côté-Anou, on va laisser Madame Arena terminer. C'est une zone à forte pression démographique où il y a beaucoup d'enfants qui malheureusement n'ont pas accès à l'école européenne. De toute façon, cette école aujourd'hui est pleine. Et donc il est nécessaire dans la région de Laken, dans la zone de Laken, d'ouvrir de nouvelles écoles pour les enfants qui sont les enfants des quartiers. Et donc ce serait un peu en contraire à l'intégration européenne que de dire là où il y a une école européenne, il ne peut pas y avoir d'autres écoles pour accepter les autres enfants. Vous créez des ghettos. Nous n'oublions pas quand même ce que représentent les institutions européennes à Bruxelles. Ce sont des dizaines et des dizaines de milliers d'emplois. D'emplois directs, notamment au niveau des fonctionnaires européens. On a une proportion beaucoup plus grande en termes relatifs de travailleurs belges que de travailleurs venant d'autres pays. En termes d'emplois indirects, par exemple, et je ne le cite qu'à titre d'exemple, le secteur de l'ORECA. Donc on a là un véritable gisement d'emplois. Ce qu'il faut faire, c'est simplement, quand je dis simplement, ce n'est pas simple à faire, mais ce qu'il faut mettre en place, c'est une politique d'aménagement du territoire, une politique intelligente d'aménagement du territoire, effectivement, où quand il y a de nouvelles installations, on prévoit que ça puisse se faire dans une mixité sociale, une mixité sur les territoires. C'est quelque chose d'indispensable. Je voudrais quand même souligner que des outils existent. Il y a le bureau de liaison, par exemple, qui existe au niveau bruxellois, qui permet effectivement d'avoir des échanges culturels, de faire en sorte que les deux mondes, Bruxelles hors institutions européennes et institutions européennes, ne vivent pas dans des cercles fermés, dans des espèces de bocaux, mais s'interpénètrent les uns les autres et s'enrichissent les uns les autres. Alors Louis-Michel, vous avez encore un peu d'avance sur le temps de parole, donc 30 secondes sur ce thème-là, si vous voulez bien. Simplement, il a raison, Claude Rollin, on ferait peut-être quand même bien de mesurer la chance qu'on a d'avoir toutes ces institutions. Il y a 150 000 Bruxellois qui ont un passeport européen, je le rappelle comme ça, c'est 13 à 14% de l'emploi et du produit intérieur brut bruxellois, ça génère un pôle d'emploi plus ou moins de 60 000 à 65 000 personnes. Alors moi je veux bien qu'on fasse la fine bouche par rapport à tout ça, on doit être fiers d'avoir ce genre de pôle chez nous. Tout le reste, c'est une question de bon sens, c'est une question de gestion de la ville.
On va terminer le débat maintenant en respectant donc l'ordre du tirage au sort. Pour la dernière question, c'est la nomination du président de la commission. Alors chaque groupe politique a décidé de désigner des candidats à la présidence de la commission. Alors est-ce qu'il faut choisir parmi les candidats désignés? C'est une question qui se pose. Philippe Lamberts, je vous laisse 10 secondes pour répondre. Selon vous, il faut choisir. Évidemment, nous avons une candidate qui s'appelle Ska Keller, qu'on a vu le 15 mai débattre avec ces messieurs des autres partis. Et je pense qu'elle a prouvé que les Verts avaient une vision pour l'Europe et je pense que c'est une vision positive et enthousiasmante. Maria Arena, 10 secondes aussi. Oui, Allez. bien sûr. Et je pense que c'est très important pour faire un vrai saut démocratique par rapport à l'Europe, c'est-à-dire de pouvoir avoir la première famille politique du Parlement européen qui puisse avoir son candidat. Et pour le Parti socialiste, c'est Martin Schulz qui est le candidat des socialistes. Alors Michel, vous êtes sur la même longueur d'onde? Je n'imagine évidemment pas du tout que ce ne soit pas un des candidats déclarés à la présidence de la Commission qui soit retenu par le Conseil. Celui qui est évidemment le plus ambitieux pour l'Europe, le plus fédéraliste, c'est Verhofstadt. Donc je ne vais pas vous surprendre en disant que c'est lui vraiment que je veux comme président. Claude Rollin, 30 secondes. Et donc clairement, il faut respecter la démocratie. D'ailleurs, si on a changé la méthode, c'est pour essayer de rapprocher les citoyens de l'Europe et du projet européen. Donc effectivement, ce sera le candidat déclaré du groupe le plus important qui devra recevoir les votes du Parlement européen. Et c'est le Parlement européen qui va pouvoir décider. En ma matière, c'est Jean-Claude Juncker que je soutiens clairement. Je le soutiens pour plusieurs raisons, notamment parce que je l'ai pratiqué tout à fait concrètement quand il était Premier ministre de son pays et que je connais sa fibre sociale et son attachement au dialogue social. Alors Christina Côté-à-nous, Oui. vous soutenez aussi, vous, un des candidats? Oui, nous on soutient Guy Verhofstadt et je le veux, je le soutiens, puisqu'il est réaliste, puisqu'il a une vision pragmatique, puisqu'il sait ce qu'il veut. Il est loin des discours naïfs et ça, on l'a vu tout au long des débats à l'Europe. Voilà. On vous aura mis d'accord donc à la fin du débat, les FDF. Merci mesdames, merci messieurs d'avoir assisté à ce débat. Alors encore un rendez-vous à vous rappeler. Demain, nous vous proposons une édition spéciale à partir de 19h30, 1h30 de débat en direct de Beaux-Arts, un débat en public avec les têtes de liste bruxelloises à la Chambre. Alors, si vous souhaitez y assister gratuitement, vous pouvez réserver vos places sur le site de Beaux-Arts et c'est à voir aussi sur nos antennes à partir de 19h30. Très bonne soirée à tous, à bientôt.